Là où je ferme, nul n'ouvrira. Là où j'ouvre, nul ne fermera. Ah oui. C'est une phrase qui en impose, non? On dirait presque une formule magique. Complètement. Et en un sens, c'est un peu le cœur de notre exploration aujourd'hui, qui se base sur un extrait d'une conférence de Serge Bachineau, intitulée, justement, J'ouvre et je ferme. C'est ça. On a tous des certitudes, des croyances qui nous définissent, des idées qui nous semblent solides comme du béton, mais la question c'est comment savoir si ces idées sont des fenêtres qui nous ouvrent au monde, ou des murs qui nous enferment sans même qu'on s'en rende compte? C'est la question fondamentale. Parce que cette phrase qui sonne très l'absolu, elle ne parle pas d'une force extérieure, tu vois, divine ou quoi que ce soit. Non. Elle parle de notre propre esprit. L'idée que la source explore, c'est que c'est nous qui avons ce pouvoir. Le pouvoir de créer nos propres prisons ou nos propres champs des possibles. Exactement. Et c'est ça notre mission aujourd'hui, décortiquer ce mécanisme, comprendre comment une simple pensée, quelque chose d'immatériel, peut devenir une clé ou une serrure. Alors, allons-y. La source dit que c'est l'esprit qui a ce pouvoir. Mais, pour comprendre comment, elle nous propose un petit détour, un retour aux bases. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est un point de départ incontournable. Le texte nous dit bien qu'on ne peut pas comprendre ce concept d'ouverture et de fermeture si on ne clarifie pas d'abord le terrain de jeu. D'accord. Et pour simplifier, la source distingue deux grandes formes de conscience, même si, pour notre sujet, c'est surtout la première qui va nous intéresser. D'accord. Alors, posons les bases. La première, c'est la conscience par soi. Si je comprends bien, c'est un peu le film qui se joue en permanence dans notre tête. C'est une excellente image, oui. Le goût du café le matin, le stress avant une réunion, la musique qu'on écoute dans les transports, c'est notre expérience de tous les jours, quoi. C'est tout à fait ça. C'est la conscience qui est nourrie en continu par nos cinq sens, nos émotions, nos pensées. C'est la conscience active, celle qui traite l'information, qui... Qui analyse, qui ressent. D'accord. Voilà. C'est le moi avec lequel on est le plus familier. Et la deuxième alors, c'est la conscience de soi. Là, ça devient plus abstrait. Le texte la décrit comme une pure présence. Quelque chose qui existerait en nous, mais qui ne dépendrait ni des pensées, ni des sens. Mais on nous dit de la mettre de côté pour l'instant. Pourquoi? Ça semble important, non? C'est fondamental, mais ce n'est pas le moteur du mécanisme d'enfermement. L'auteur fait un choix très stratégique. Pour comprendre comment on se barricade, il faut regarder l'outil qui construit les barricades. Ah, je vois. Et cet outil, c'est la conscience par soi, précisément parce qu'elle a une caractéristique essentielle. Elle est relative. Elle ne connaît le monde qu'à travers des filtres. Attends, ça veut dire qu'on ne perçoit jamais la réalité telle qu'elle est. Ça me paraît un peu extrême. Quand je vois la tour Eiffel, je vois bien la tour Eiffel, non? Elle est là, en face de moi. Et c'est là que ça devient fascinant. Le texte utilise justement cet exemple. Quand on regarde la tour Eiffel, est-ce que les 10 000 tonnes d'acier entrent littéralement dans notre cerveau? Non, bien sûr. Non. Ce qui entre, c'est de la lumière, des photons qui frappent la rétine, qui sont transformés en signaux électriques, puis interprétés par notre cerveau pour créer. Une image mentale, d'accord. On n'a jamais un accès direct à la chose. Jamais. On n'a accès qu'à sa représentation. Ah, d'accord. Donc en fait, je ne connais que la carte, jamais le territoire directement. C'est vertigineux quand on y pense. Complètement. Mon monde, celui que je crois si réel, si objectif, est en fait une superproduction interne. C'est exactement ça. Et ça nous mène à une conclusion qui est assez radicale et que le texte cite. Nous ne pouvons pas prendre conscience d'une chose qui ne soit pas dans notre conscience. Autrement dit, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on appelle la réalité, c'est d'abord une construction de notre esprit. L'auteur, il n'hésite pas à parler d'illusion. Illusion, carrément. Oui, mais attention, pas dans le sens où rien n'existe, plutôt dans le sens où notre expérience de ce qui existe est une interprétation. Bon, si on part de là, je comprends mieux comment on peut s'enfermer. Voilà. Si je suis le seul réalisateur de mon propre film, je peux facilement me monter une histoire qui tourne en boucle et finir par y croire complètement. Mais alors, est-ce qu'on est tous condamnés à être enfermés, puisque notre conscience est, par nature, limitée? Et voilà la nuance capitale que la source nous apporte. Il y a une différence fondamentale entre être limité et être enfermé. Et confondre les deux, c'est passer à côté de tout. Je veux bien que tu développes, parce que pour moi, là, tout de suite, ça sonne un peu pareil. Si je suis limité, je suis dans une boîte, non? Pas forcément. La limitation, nous dit le texte, c'est une fonction naturelle et même saine de l'esprit. Saine! Oui, pour comprendre un sujet complexe,
Pour lire un livre, pour avoir cette conversation, notre esprit doit se focaliser. Il doit ignorer le bruit de la rue, les autres pensées qui pourraient surgir. D'accord. C'est comme le faisceau d'une lampe torche dans le noir. Pour bien voir quelque chose, il faut l'éclairer précisément. Cette focalisation, c'est une limite. Mais elle est utile, elle est volontaire, c'est un outil. Ok, c'est le zoom de l'appareil photo. Pour voir un détail, je dois zoomer dessus, et donc, par définition, je ne vois plus le reste du paysage. C'est une limite fonctionnelle. Alors, c'est quoi l'enfermement? L'enfermement, c'est quand le zoom se bloque. C'est quand la pensée ou la croyance qui servait à focaliser l'attention devient rigide, invariable. Ah, Ce n'est plus un outil qu'on peut ranger, ça devient le seul paysage disponible. Elle interdit toute autre perspective. C'est comme si la lampe torche était collée sur un seul point et qu'on avait oublié qu'on pouvait l'orienter ailleurs. et pour rendre ça concret, la source donne un exemple assez percutant. Oui, celui de la croyance religieuse. C'est ça. Il prend le cas d'une personne qui, en se basant sur certains textes de l'Ancien Testament, se forge l'image d'un Dieu vengeur, jaloux, presque machiavélique. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est l'analyse de l'impact de cette croyance pour la personne qui y adhère. Ce n'est pas une simple idée sur Dieu, c'est la réalité. C'est son monde. C'est son monde. Chaque événement de sa vie, une maladie, une perte d'emploi, une rencontre, tout sera interprété à travers ce filtre. C'est un monde mental complet, avec ses propres lois de cause à effet. Le texte souligne que pour quelqu'un d'extérieur, cette description de Dieu pourrait aussi bien être celle d'un démon. Et ça me fait penser au vocabulaire utilisé. L'auteur dit que certaines personnes n'entreront jamais dans cet état d'esprit, tandis que d'autres auront un mal fou à s'en extraire. Oui, On dirait vraiment qu'on parle d'un lieu physique, d'une pièce dont on a perdu la clé. c'est tout à fait ça. Nos systèmes de pensée créent ce que l'auteur appelle un décorème, un paysage mental qu'on finit par habiter, On l'habite, littéralement. littéralement. On peut vivre dans un monde mental de méfiance, où chaque intention est suspecte, ou dans un monde de gratitude, où chaque petite chose est une source de joie. Le décor change, mais le mécanisme est le même. C'est un lieu. Bon, là, on arrive à une partie que j'ai trouvée un peu ardue dans le texte, avec les concepts d'immanence et de transcendance. Oui. J'avoue que ça devient un peu perché pour moi. Comment quelque chose peut être à la fois en moi et en dehors de moi? Ça me semble contradictoire. C'est la grande question, et c'est normal que ça paraisse complexe. Mais la source propose une analogie pour nous aider. Ah, je veux bien. Imagine qu'on est dans un jeu en réalité virtuelle ultra perfectionné. Le monde du jeu, avec ses montagnes, ses villes, ses règles, il existe bien quelque part sur des serveurs, indépendamment de nous. Ça, c'est la transcendance. Il y a une réalité extérieure. Ok, jusque-là, ça va. Mais toute notre expérience de ce monde, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, se passe exclusivement à l'intérieur de notre casque VR. Uniquement. On ne peut rien expérimenter du jeu qui ne soit pas d'abord projeté sur les écrans de notre casque. Ça, c'est l'immanence. Notre monde est intérieur, car notre conscience ne peut se mouvoir qu'à l'intérieur de ce casque. Ah, mais c'est beaucoup plus clair comme ça. N'est-ce pas? Donc, il y a bien une réalité globale, transcendante, que le texte nomme la conscience, ou Shiva, mais notre expérience humaine, individuelle, se déroule entièrement dans notre propre casque, notre conscience personnelle. C'est ça. On est une fenêtre sur cette grande réalité, mais on ne voit qu'à travers notre propre vitre. C'est la synthèse que le texte propose. Tout se produit bien au sein de cette conscience universelle, mais notre vécu, lui, est celui d'une conscience focalisée, limitée, qui se déplace à l'intérieur de son propre univers mental. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On boucle la boucle. Alors, si je résume le voyage jusqu'ici, on est parti de cette citation sur le pouvoir d'ouvrir et de fermer. On a vu que notre réalité est une construction mentale. Et que cette construction peut être soit un outil de focalisation, la limite, soit une prison, l'enfermement. Et tout ça se passe dans notre casque VR personnel. Donc, au final, qu'est-ce que ça signifie concrètement ouvrir ou fermer? Ça signifie très concrètement définir la nature des murs de notre propre monde. La conclusion de la source est simple, nos mondes intérieurs sont soit ouverts, soit fermés. C'est ça. C'est un esprit qui peut accueillir de nouvelles informations, même si elles bousculent ses certitudes. D'accord. Et un monde fermé, c'est l'inverse. C'est un esprit où les croyances, comme dans l'exemple du Dieu vengeur, ont une emprise diabolique, pour reprendre l'expression forte du texte. Emprise diabolique, oui, c'est fort. C'est un monde où les murs sont devenus si hauts et si épais qu'on a oublié qu'il y avait un extérieur.
Toute information qui contredit la croyance est soit rejetée violemment, soit déformée pour qu'elle puisse rentrer de force dans le système existant. On voit ça beaucoup dans les chambres d'écho politiques, par exemple. Par exemple, oui. On revient donc exactement au point de départ. Ce pouvoir d'ouvrir ou de fermer, c'est notre capacité, à chaque instant, à choisir entre la flexibilité et la rigidité, entre être le gardien de notre esprit ou en devenir le prisonnier. Mais alors, comment on fait le diagnostic ? C'est quoi le symptôme d'un esprit qui est en train de se fermer ? Le texte suggère que le principal symptôme, c'est la rigidité et l'inconfort face à la nouveauté ou à la contradiction. L'inconfort. Oui. C'est l'incapacité à passer outre une pensée, ne serait-ce que pour l'examiner de manière neutre. Quand on sent une réaction émotionnelle très forte de la colère, de la peur, de l'indignation face à une simple idée qui remet en cause notre vision du monde. C'est un signal d'alarme. C'est un énorme signal d'alarme. Ça indique que la pensée n'est plus un outil, mais une partie de notre identité. Un mur porteur de notre forteresse intérieure. C'est un sacré parcours de pensée quand même. On est parti d'une phrase qui sonnait comme un sortilège, et on arrive à une grille de lecture très concrète de nos propres fonctionnements mentaux. Comprendre cette différence entre la limite saine et l'enfermement rigide, et voir nos esprits comme des mondes que l'on construit, ça change pas mal de choses. L'essentiel à retenir, je crois, c'est cette invitation à devenir un observateur curieux de nos propres pensées. Un observateur curieux, j'aime bien. De se poser la question, cette idée qui me vient, cette certitude que je défends bec et ongle, est-ce qu'elle me sert d'outil pour explorer et comprendre ? Est-ce que c'est une lampe de poche flexible qui éclaire mon chemin ? Ou est-ce qu'elle est devenue un mur qui m'isole et me protège de tout ce qui pourrait la remettre en question ? La question n'est pas d'avoir tort ou raison, mais d'être libre ou d'être enfermé. C'est une excellente synthèse. Et ça me laisse avec une dernière interrogation pour la route. Le texte explique très bien comment une pensée peut devenir une prison. Mais si on se retrouve enfermé dans une de ces pièces mentales et que la porte s'est refermée de l'intérieur, quel est le tout premier geste à faire, non pas pour défoncer la porte, mais simplement pour retrouver la poignée dans le noir ?